Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Je suis curieux de savoir d'où vous venez, puisqu'on est assez nombreux, là il y a déjà plus de 300 personnes, de savoir d'où vous venez chacun de vous un peu partout aux États-Unis, ou voire même peut-être certainement en France également, ou d'ailleurs. Mais bienvenue à ce webinaire organisé par l'UFE. Un grand merci à l'UFE. Nous sommes ravis de pouvoir venir présenter aujourd'hui sur les donations et successions internationales. Alors, quand on est international, c'est essentiellement sur les problématiques franco-américaines. Donc, on va discuter de tous ces sujets-là aujourd'hui. Donc, je suis ravi de vous avoir avec nous. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu le même procédé que d'habitude. Je vais vous faire ma présentation. N'hésitez pas à poser vos questions et à la fin du webinaire, je répondrai au maximum de questions. Si certaines questions, je ne vous ai pas répondu, n'hésitez pas à nous les envoyer. Je donnerai nos contacts par email. Donc, encore une fois, merci de votre présence et merci à l'UFE, merci à Christophe, merci à Marc et merci à toute l'équipe d'organiser cette conférence. Et je vous parlerai un petit peu des autres conférences qui viendront par la suite. Donc, aujourd'hui, le thème, ce sont les donations et successions internationales. Donc, je suis Olivier Sureau, je suis l'un des associés fondateur du cabinet Jade Fiducial. Nous sommes un cabinet d'experts comptables franco-américains, à la fois experts comptables français-américains. Pour ma part, je suis expert comptable français et CPA américain, expert comptable diplômé américain. Donc, je vais vous parler un petit peu, vous évoquer un peu les problématiques. Alors, on va essayer de le faire de façon assez simple parce que c'est un thème qui est souvent complexe et souvent, c'est pas très clair pour les gens et à juste titre. Donc, on va essayer un petit peu de vous parler sous forme d'exemple. Je vais essayer de vous présenter chacun des cas basés sur une famille et de voir un petit peu sur cette famille, une famille qui a à la fois une maison en France, une autre maison par exemple à Washington, mais ça peut être ailleurs, des actions et des comptes en banque en France à Washington, des assurances vie. On est sur les deux côtés aujourd'hui, parce que bien évidemment, c'est certain le cas de beaucoup d'entre vous. Vous habitez en France ou aux États-Unis, vous avez des successions des deux côtés, vous posez des questions, mais comment je peux être taxé? Qu'est-ce qui se passe? Quel pays va me taxer? Donc, le but, c'est un peu de fixer des grands principes, que vous reteniez les grands principes. Bien évidemment, je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails, mais qu'on comprenne un petit peu sur tout ce qui se passe et quelles sont les différentes opérations qui vont se passer. Alors, quand on parle de donation et succession, il faut commencer par le début. Tout d'abord, il faut parler quelle est la notion de résident ou de foyer fiscal. Alors, parce que là, c'est la première source de confusion qu'on fait souvent, c'est OK, je suis résident fiscal de quel pays en fonction de mon statut, qu'est-ce qui se passe, comment je suis taxé ou pas. Alors, première chose, c'est que du côté américain, sachez une chose, c'est que le concept de résidence fiscale, ce qu'on appelle le domicile fiscal, on parle de domicile fiscal pour les successions et donations, est totalement différent que le concept d'impôt sur le revenu. Pourquoi? Parce que pour le concept d'impôt sur le revenu, nous pouvons être considérés résidents fiscaux américains, au-delà du fait, par son statut, du fait d'être américain, parce que là, je vous rappelle, quand on est citoyen américain ou titulaire d'une carte verte, peu importe le nombre de jours qu'on passe, on est automatiquement résident fiscaux américain. On peut également être résident fiscaux américain de par sa présence physique. En général, on regarde le calcul des 3 dernières années, et si on passe une présence physique qui est supérieure à 183 jours, selon un calcul, on se retrouve dans une situation où on est résident fiscal américain. Ça, c'est le concept de présence physique. C'est totalement différent pour les successions et donations. C'est un critère qui est un petit peu plus subjectif, objectif, tout dépend comment on le voit, mais ça va se reposer sur des critères qui sont plus basés sur pourquoi je suis aux États-Unis. Si on va regarder l'intention d'y rester. Est-ce que je suis aux États-Unis pour une longue durée ou une courte durée? Et ça, on va le voir après. Sachez également, faites attention, que aujourd'hui, je vais vous parler de la fiscalité fédérale, des successions de nations. Certains d'entre vous, je vois, ça défile toujours, vous habitez dans plusieurs États différents. Certains États, en plus de l'impôt fédéral, appliquent un impôt sur les successions et donations. Il n'y en a plus beaucoup aux États-Unis, il y en a une dizaine encore qui l'appliquent, mais sachez également qu'aujourd'hui, j'ai vraiment vous axer, moi, sur cette taxation au niveau fédéral. Je vais parler de fiscalité fédérale au niveau des États-Unis et bien évidemment de fiscalité des successions et donations du côté français. Donc, comme je l'ai dit, critères, pourquoi suis-je aux États-Unis? Donc, si je suis aux États-Unis pour y rester, il faut que je sois capable de le prouver. J'ai un visa ici aux États-Unis, le visa est d'une courte durée. Donc, le fait d'avoir un visa de travail, même si je passe 365 jours par an, ce n'est pas un critère qui sera suffisant pour être considéré comme étant domicilié fiscalement au regard des successions et donations pour le fisc américain. En revanche,
le fait d'avoir une carte verte, ça c'est un critère. Dès lors qu'aux États-Unis, le fait même de demander une carte verte prouve qu'on veut rester aux États-Unis. On a l'intention de rester, même si cette carte verte est limitée, on a l'intention d'y rester. Et là, ça va être un critère qui va se dire, OK, pour nous, vous êtes domicilié fiscalement aux États-Unis. Donc, on peut être dans une situation où, parfois, résident fiscal américain pour l'impôt sur le revenu, donc vous allez devoir payer vos impôts sur le revenu mondiaux, mais vous serez considéré comme étant non résident fiscal au regard des successions et donations parce que vous êtes là pour une courte durée et vous n'avez pas l'intention de rester aux États-Unis. Donc, faites bien attention à ce critère-là, parce qu'il est assez important de le connaître. Je rappelle toujours que le grand principe, c'est quand j'ai le passeport américain, je suis toujours fiscalisé aux États-Unis, que ce soit pour l'impôt sur le revenu ou les successions. Les conventions fiscales nous permettent d'éviter les doubles impositions quand on habite dans un autre pays, mais faites bien attention à cela pour savoir, OK, est-ce que j'ai l'intention de rester aux États-Unis ou pas si je ne suis pas américain? Et ça va être le critère déterminant qu'il va falloir connaître pour le savoir. Maintenant, du côté français, c'est, pour une fois, on va dire, c'est un peu plus simple. C'est-à-dire qu'on va se baser sur le critère article 4 du Code général des impôts. L'article 4B, c'est comme un petit peu l'impôt sur le revenu. On va regarder, est-ce que je suis résident fiscal français pour l'impôt sur le revenu ou pas? Et bien souvent, la plupart du temps, c'est si je suis résident fiscal français pour l'impôt sur le revenu, je serai également, de fait, résident fiscal au regard des successions et des donations en France. Donc, bien regarder ce critère-là, ça, c'est le premier critère. Mais au-delà de cela, en droit français, pour la fiscalité des successions et donations, contrairement aux États-Unis, c'est la personne qui donne ou qui décède qui est, entre guillemets, redevable de l'impôt sur les successions, même si elle n'est plus là. En revanche, en France, on va regarder qui donne l'argent ou qui décède. Si cette personne qui donne l'argent, qui décède, n'est pas résident fiscal français, c'est-à-dire que vous êtes aux États-Unis, mais on parlera après la convention fiscale, on va dire vous êtes dans un autre pays où il n'y a pas de convention fiscale, je suis dans les Bahamas, je donne à mes enfants qui sont en France, vous allez me dire, bah oui, mais moi, je ne suis pas résident, donc il n'y a pas de problème au niveau des successions et donations. Malheureusement, en droit français interne, on regarde le bénéficiaire. Si le bénéficiaire, donc par exemple vos enfants, hérite d'une donation et succession, d'un non-résident fiscal, malheureusement, en droit interne français, cette personne sera redevable de payer un impôt sur les donations et successions sur tout ce qu'il perçoit de son père, par exemple, ses parents, et ce, même si ses parents ne sont pas résidents fiscaux français. Sauf que, et c'est là qui est très important, on a les conventions fiscales. Et on a une convention fiscale qui est très intéressante, c'est une des meilleures conventions qui existent d'ailleurs, entre la France et les États-Unis, qui ne concerne que les successions et donations. C'est la convention fiscale de 1978, qui a été amendée à plusieurs reprises, le dernier amendement date de 2004. Et cette convention fiscale dit la chose suivante, on va regarder, pour savoir où la personne va être considérée résident fiscal, on va regarder où est le donateur ou le défunt. Vous êtes aujourd'hui aux États-Unis, vous êtes résident fiscaux domicilié fiscalement aux États-Unis, même si vos enfants sont en France, et on en parlera après, même si vos enfants sont en France, c'est la fiscalité américaine qui va prédominer. Après, du côté français, on sera toujours redevable de payer un impôt dans certaines situations, on va en parler, notamment si j'ai un bien immobilier en France, mais le fisc français ne va pas pouvoir me dire, même si moi, j'ai 5 millions de patrimoine, j'ai aucun patrimoine français, même si mes enfants habitent en France, eh bien, le fisc français ne pourra rien dire parce que je suis protégé par la convention fiscale franco-américaine qui dit taxation dans le pays de résidence de la personne qui donne ou qui décède, en l'occurrence aux États-Unis, dès lors que j'ai rien qui est en France. Alors que si je n'avais pas cette convention fiscale, même si moi, je n'habitais pas en France, le fisc français pourrait dire « Désolé, mais votre enfant étant résident fiscal français, habitant en France, il doit payer un impôt sur tout ce qu'il perçoit, un impôt sur les donations sur tout ce qu'il perçoit. » Donc, attention à cela. Convention fiscale, ça nous aide. Un gros avantage. Je suis taxable dans le pays de la personne qui donne ou qui décède. Après, le pays en question, par exemple la France, pourra avoir certaines situations, elle va vous dire vous devez quand même payer un impôt sur les donations de succession, mais ce sera uniquement dans des cas très précis et ce ne sera jamais sur le patrimoine mondial, uniquement sur un certain nombre d'actifs qui sont situés sur le territoire français et on va en parler. Donc, on va faire plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, pour essayer de parler un petit peu en cas pratique, c'est le cas de figure où Chantal fait une donation à ses enfants. Donc, Chantal habite aux États-Unis, d'accord? Et elle est résidente fiscale
américaine, domiciliée fiscalement aux États-Unis, non résidente fiscale française. Première chose à savoir, c'est que d'un point de vue américain, on peut donner chaque année, sans obligation de déclaration, très important, à chacun de ses enfants 16 000 $ par an. Alors je dis chacun de ses enfants, c'est même pas forcément ses enfants en droit américain, on en parlera après, c'est peu importe, je peux donner 16 000 $ par an à qui je veux, il n'y a pas de lien de parenté nécessaire aux États-Unis, contrairement à la France. Je peux donner 16 000 $ à mes neveux, mes nièces, un ami, peu importe, 16 000 $ par an, je n'ai pas de déclaration de donation à faire aux États-Unis. Donc, sans limite. Donc ça, c'est un avantage toujours qu'il faut utiliser quand on est aux États-Unis. N'oubliez pas, parce que ce que vous allez donner, ce sera toujours gagné si un jour vous rentrez en France. Donc, 16 000 $, ça peut être de l'argent parfois, mais c'est aussi des choses qui peuvent être intéressantes. De ne pas hésiter, quand on est résident américain, d'ouvrir un compte pour ses enfants, que ce soit, ou alors de placer cet argent ou de le mettre dans des plans d'éducation également qui sont importants. Mais 16 000 $ par an, donc pour un couple, ça fait 32 000 $ par enfant. N'oubliez pas, 16 000 chacun, ça fait 32 000 $ par enfant. Donc Chantal, elle peut donner jusqu'à 16 000 $ sans avoir rien à faire. D'accord? Même si Chantal, sa fille habite en France, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en droit interne, le fisc français pourrait dire, bah non, c'est la fille de Chantal est en France, elle doit déclarer cet impôt sur donation et payer un impôt en France sur cette donation. Non, non, convention fiscale, je n'ai pas besoin de payer un impôt en France puisque je suis taxé aux États-Unis. Même si j'ai une exonération d'impôt, c'est le pays de situation de la personne qui donne qui prédomine. Ça ne veut pas dire qu'en France, je n'aurai pas d'obligation de déclaration pour les enfants de Chantal. Dans certains cas, on doit le déclarer quand même, mais c'est une déclaration. Le fisc français ne va pas me dire vous devez payer un impôt. Je me protège grâce à la convention fiscale. Si Chantal donne plus de 16 000 $ à ses enfants, là, on va avoir une obligation de déclaration qui est sur le formulaire de 709. C'est le Gift Tax Return, c'est l'impôt, c'est la déclaration de donation aux États-Unis que l'on doit déposer, donc l'année qui suit la donation. Et là, c'est une chose qui est entre guillemets extraordinaire aux États-Unis, c'est qu'on peut donner de son vivant jusqu'à sa mort, mais tout sera inclus, jusqu'à 12 060 000 $ de tout son patrimoine sans payer d'impôt aux États-Unis. Je suis domicilié fiscalement aux États-Unis, je peux donner cette année 200 000, l'année prochaine 200 000, donc à chaque fois mes 12 millions vont diminuer. Sur ce qui restera, le jour où je ne serai plus là au moment de mon décès, j'aurai toujours l'abattement qui restera. Mais de mon vivant ou à mon décès, je peux donner jusqu'à 12 millions de $. Par contre, je dois faire une déclaration si c'est supérieur à 16 000 $. Donc ça, très important. On parlera tout à l'heure du cas de la donation immobilière, parce que c'est important également, mais je peux donner jusqu'à 12 millions de $. Attention en revanche, quand on donne de l'immobilier, vous pouvez me dire, tiens, je vais donner de l'immobilier aux États-Unis à mes enfants, là, ça fait un bien immobilier fait 500 000 $, super, je n'ai pas d'impôt à payer, c'est assez intéressant. Faites attention quand même, c'est qu'il y a un concept aux États-Unis qui s'appelle le concept de step-up. Alors, c'est quoi un step-up? C'est de se dire, demain, j'hérite. J'ai deux cas de figure quand j'hérite. Soit j'hérite du vivant de la personne qui m'a donné, j'hérite du vivant de mes parents, soit j'hérite au décès de mes parents. Et si demain, je touche ce bien immobilier et que je le revends, comment je vais calculer ma plus-value? Donc, et c'est là la grande divergence qu'on a en droit fiscal américain par rapport au droit fiscal français, que je vous parlerai un petit peu après de cette problématique-là. Aux États-Unis, quand on donne un bien immobilier de son vivant, dans les bras de la personne qui reçoit, donc je donne un bien immobilier à mes enfants qui vaut 500 000 $, mon fils prend ce bien de 500 000, mais j'avais acheté moi 100 000. Si mon fils le revend demain et que je le revends à 500 000, il paiera un impôt sur les plus-values de 400 000 parce qu'il n'y a pas la notion de step-up. C'est-à-dire que je ne réévalue pas la valeur de mon bien à la valeur au moment de la donation. Le fisc américain va dire, vous devez déclarer la fair market value pour l'impôt sur les donations de succession, s'il y en a un, donc c'est 500 000 que je donne. Par contre, mon fils, si demain il revend ce bien, comme il en a hérité par donation, s'il y a une plus-value, si moi je l'avais acheté 100 000, il va devoir déclarer, mon fils, le prix d'achat auquel moi je l'ai acheté. En revanche, si mon fils en hérite au moment de mon décès, là on a le step-up. Et donc là, si mon bien immobilier vaut 500 000, mon fils, pour lui, sa valeur, ce sera 500 000. Donc, s'il le revend le lendemain de 500 000, il n'y aura pas de plus-value. Donc, faites attention à cette notion de step-up en immobilier aux États-Unis. En France, c'est beaucoup plus simple. Qu'on hérite par donation ou succession, il y a toujours ce step-up. On réévalue toujours la valeur du bien. Donc, faites attention à la divergence que ça peut générer en fiscalité, là, du coup, du régime des plus-values. Parce qu'à un moment donné, je peux hériter d'un bien immobilier en France que j'ai eu de mes parents, où je me retrouve dans une situation où, en France, quand on calcule la plus-value, j'ai zéro parce qu'en fait,
c'est le même montant que quand j'en ai donné. Le jour où je revends, la valeur est la même, n'a pas bougé que depuis que j'en ai hérité. Sauf que les Américains vont dire, désolé, vous êtes résident américain, vous avez déclaré vos plus-values. Ben pour nous, votre plus-value se calcule en différentiel entre le coût d'achat auquel vos parents ont acheté et le prix de vente d'aujourd'hui. Donc, bien attention quand on fait une stratégie immobilière également, de donation et succession de ce côté-là. Maintenant, si Chantal n'est ni résidente fiscale américaine, ni résidente fiscale française, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être dans cette situation-là. Chantal habite aux États-Unis avec un visa. Donc, en résidence fiscale pour l'impôt sur le revenu, elle fait une déclaration de résident. Mais pour les successions et donations, comme elle n'a pas l'intention d'y rester, elle est considérée comme non domiciliée aux États-Unis, elle va être non résidente. Donc là, ça va être un petit peu, tout ce qui est aux États-Unis sera taxable aux États-Unis, de ce côté-là. Donc, je devrais toujours déclarer aux États-Unis, sauf que ce sera taxable sur le patrimoine uniquement américain. Donc, Chantal pourra toujours donner 16 000 $ par an. Mais attention, si mon enfant est en France, je ne peux plus me protéger par la convention fiscale franco-américaine. Pourquoi? Parce que je ne suis pas résident fiscal, moi, Chantal. Je ne suis pas résident fiscal américaine, je ne suis pas résidente fiscale française. Donc, je ne peux pas me protéger par le biais de la convention fiscale, puisque la convention fiscale, il faut que je sois résident d'un des deux pays. Donc là, le fisc américain va dire, pour nous, la convention n'existe pas. Donc, comme votre enfant est en France, il va devoir déclarer les donations qu'il perçoit de votre part, même si vous êtes résidente fiscale américaine. Donc, attention à ça aussi, parce que parfois, on a des surprises dont on ne s'en rend pas compte. Si, encore une fois, le bénéficiaire, si mon enfant, mon fils habite en France, et que moi, je ne suis ni résident fiscal américain, ni résident fiscal français, au regard des donations et des successions. Bien attention à cela. Donc, on a parlé de cette partie-là. Maintenant, toujours les biens situés aux États-Unis, on en a parlé tout à l'heure. Donc, attention, quand on fait une donation à ses enfants, de la notion de step-up. J'insiste bien, là, sur ce slide-là, je vous le détaille plus, mais j'insiste toujours, si je fais une donation d'un bien immobilier qui est situé aux États-Unis ou pas d'ailleurs, à mes enfants, et que mes enfants leur vendent le lendemain, ils peuvent se retrouver en situation où ils vont payer une plus-value assez conséquente. On verra comment on peut faire pour un petit peu optimiser tout cela après. Donc, bien faire attention à cette partie-là. Maintenant, autre situation importante. Et ça, c'est cette situation qui est très classique quand on est aux États-Unis. J'habite aux États-Unis. J'ai un bien immobilier en France. Je suis résident fiscal français. Donc, Chantal est domiciliée fiscalement aux États-Unis. Donc, redevable de payer ses impôts sur ses donations et successions sur son patrimoine mondial aux États-Unis. Et Chantal décide de donner un bien immobilier à ses enfants. Ce bien est situé en France. Alors, convention fiscale dit la chose suivante. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est le pays de résidence du défunt qui prédomine, ou du donateur. Donc, Chantal est aux États-Unis, elle est redevable de payer un impôt sur les donations sur son patrimoine mondial aux États-Unis. Sauf que la France va dire, comme, certes, vous êtes non résident fiscal française, mais comme vous avez un bien immobilier situé sur le patrimoine français, vous êtes redevable de payer un impôt sur les donations ou successions en France. Et ça, il faut bien vous le retenir, c'est que lorsqu'on est résident de fiscal américain, domicilié fiscalement aux États-Unis, on regarde des successions et donations, le seul cas de figure où la France va vous demander de payer un impôt sur les donations-successions, c'est sur le patrimoine immobilier que vous avez situé en France. Et c'est là où il va falloir optimiser votre patrimoine, et on va en parler aussi, c'est sur les biens immobiliers que vous avez en France. Je vous ai dit tout à l'heure, aux États-Unis, on est quand même relativement serein, on peut donner jusqu'à 12 millions de $ sans payer d'impôts. Donc pour un couple, ça fait 24 millions. Mais en France, malheureusement, sur l'exonération, elle est de 100 000 € uniquement. Et ces 100 000 €, c'est tous les 15 ans. Donc, je peux donner jusqu'à 100 000 € à chacun de mes enfants tous les 15 ans sans payer d'impôts. Donc, que je sois non résident ou résident. Mais, j'insiste, je serai toujours taxable en France sur l'immobilier que j'ai en France. Quand j'ai dit je, sur mes héritiers, bien évidemment. Donc, c'est là où il y a une problématique fiscale, c'est sur l'immobilier que j'ai en France. Si demain, je ne suis plus là, attention, la France va pouvoir... Même si aux États-Unis, je vais déclarer mon patrimoine mondial, je ne paierai jamais d'impôts parce que j'ai mes 12 millions de $, la France va pouvoir me dire, désolé, votre bien immobilier est en France. OK, vous avez un compte en banque en France. Là, on ne peut rien faire parce que la convention fiscale dit, même si j'ai un compte en France, comme moi, je suis résident fiscal, le défunt résident fiscal américain, je n'ai pas d'impôt à payer en France sur tout ce qui est liquidité, cash ou action, patrimoine, valeur mobilière. En revanche, sur l'immobilier, désolé, mais vous devez payer un impôt en France. Donc, Chantal va dire, moi, je vais faire une donation à mes enfants.
parce que je n'ai pas envie de payer un impôt. Donc, je vais donner maintenant à mes enfants, avant que la valeur de l'immobilier français augmente, je vais leur donner 100 000 euros maintenant. Donc, 100 000 euros sous forme de biens immobiliers. Donc, je vais essayer de donner l'intégralité des biens immobiliers ou payer un peu de donation. Donc, je vais donner 100 000 euros par enfant. Si j'ai des petits-enfants, je peux même donner 31 865 euros. D'accord? Et si j'ai un conjoint, OK, en France, je peux lui donner 80 000 euros. Parce que faites attention également, vous pouvez donner à vos conjoints, mais en France, vous avez une exonération, j'en parlerai après, de droits sur les successions au moment du décès du conjoint, du décès du conjoint. Le conjoint survivant devra payer un impôt sur les successions, mais non, parce que sur tout ce qui va hériter par succession, il n'aura pas payé. Sauf que du vivant, en France, on doit payer. Donc, on peut donner jusqu'à 80 000 euros à son conjoint, donné de son vivant, tous les 15 ans. Donc, Chantal va donner les biens immobiliers à ses enfants. Donc, la France, il n'y a pas de problème parce que je donne à Chantal. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un step-up. Donc, mes enfants, sur ce qu'ils vont hériter, s'ils revendent le lendemain le bien immobilier, en fait, ils n'auront pas d'impôt sur la plus-value parce qu'en droit français, la plus-value se calcule entre la valeur du bien au moment de la donation et le prix de vente. Sauf que moi, mes enfants, s'ils sont résidents fiscaux américains et qu'ils doivent payer leur impôt aux États-Unis, le fisc américain va dire « Désolé, le step-up ne marche pas et vous allez devoir payer un impôt sur la plus-value ici aux États-Unis. » Donc, attention, on va encore une fois, ça, ce sont les grands principes, comment pouvoir optimiser un petit peu cette partie-là, de ce côté-là, et le faire intelligemment. Il faut toujours passer par un acte notarié en France, j'insiste, le notaire est le pilier en France pour tout ce qui est succession et donation, parfois même l'avocat également, et toujours passer par un notaire qui va tout vous préparer au niveau des actes, surtout si c'est de l'immobilier. Parfois, quand on a du cash, pas obligatoirement, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours recommandé de le faire. Mais en revanche, pour l'acte notarié, il faut le faire. Alors là, je vais vous parler tout à l'heure de la nue propriété, qui est l'outil fiscal le plus optimal en France. Et ça, je vais vous en parler après, de ce côté-là. Donc, comment ça va se passer du côté administratif? Chantal donne à ses enfants un bien immobilier en France. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, du côté français, jusqu'à 100 000 euros par enfant, je ne paie pas d'impôt. Au-delà, je paye un impôt. Le notaire va faire mes formalités. Mais Chantal, comme j'ai dit, est résidente fiscale américaine. Et résidente fiscale américaine veut dire quoi? Veut dire je dois déclarer toutes les donations que j'effectue, que ce soit aux États-Unis ou en dehors des États-Unis. Il faut que je déclare tout aux États-Unis. Donc, Chantal va devoir déclarer la donation qu'elle effectue en France sur sa déclaration américaine, sur le formulaire 709. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Chantal a un abattement de 12 millions de dollars pour sa partie à elle. Donc, il y a de quoi venir. Donc, ça va être une obligation de déclaration. Si par hasard, Chantal était au-delà des 12 millions de dollars, on calculerait un impôt de donation, on calculerait un impôt. Et à cet impôt, on déduirait l'impôt français qui a été payé. C'est la convention fiscale de non-double imposition. Mais, comme je l'ai évoqué, attention au phénomène de step-up. Comme j'ai hérité par donation, et si les enfants de Chantal sont résidents fiscaux américains, ils pourront avoir un problème le jour où ils vont revendre parce que le calcul, la plus-value calculée sera plus forte aux États-Unis qu'elle ne le sera en France. Si maintenant Chantal n'est pas résidente fiscale américaine, comme j'ai dit tout à l'heure, Chantal habite aux États-Unis, mais elle n'est pas résidente fiscale américaine, là, en revanche, vous aurez une déclaration de non-résident effectuée ici, mais juste une déclaration, c'est le formulaire 3520 qu'il faudra effectuer. On en parlera également, ça aussi, tout à l'heure, un petit peu plus en détail. Le cas de la nue propriété. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut bien que vous reteniez aujourd'hui. Vous savez que beaucoup de gens utilisent la nue propriété en France, qu'on appelle le démembrement. Quand je dis nue propriété, c'est le démembrement. Qu'est-ce qu'est le démembrement? Certains d'entre vous, si vous ne le connaissez pas. En droit français, j'ai un bien immobilier, je découpe le droit de ce bien immobilier en deux parties. La partie de la personne qui est entre guillemets propriétaire, qui est propriétaire du bien, le nu propriétaire, et la partie de la personne qui a le droit d'occuper le bien à titre gratuit ou de toucher les revenus générés par ce bien immobilier, par exemple les loyers. Ce qu'on appelle l'usufruit. Donc, c'est la pleine propriété, la somme du nu propriétaire et l'usufruit. Et en droit français, on peut découpler ce bien en deux. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, pourquoi c'est important de découpler ce bien? Car en droit français, l'usufruit n'est pas taxable au regard des successions et donations. Ce qui veut dire que si aujourd'hui vous avez des biens immobiliers en France, vous allez donner la nue propriété du bien immobilier à vos enfants, c'est ce que l'on fait souvent, et je vais vous montrer comment se calcule cette valeur. Parce que vous allez me dire comment on calcule la valeur d'un bien immobilier en France entre la nue propriété et usufruit. Vous allez donner un bien immobilier qui vaut 100,
on va vous dire la nue propriété vaut 50, hein, c'est en fonction de tranche d'âge, mais je vais vous le montrer dans la slide d'après. Vous avez donné un bien qui vaut 50, on va dire sur ces 100, la valeur de la propriété fait 50, la valeur du usufruit fait 50. Donc, on va devoir déclarer une donation en droit français sur 50, mais le jour où je ne suis plus là, les 50 restants ne seront pas taxables en droit français. Donc, non seulement le bien immobilier aura pris de la valeur, mais en plus de cela, en droit français, l'usufruit s'éteint au décès de l'usufruitier. Donc, la propriété se regroupe à ce moment-là. Le nu propriétaire prend la pleine propriété du bien au moment du décès de l'usufruitier, mais la France n'a pas demandé d'impôt sur les successions à payer. Et ça, c'est la réelle optimisation. C'est pour ça que tout le monde fait ça en France, parce que si je ne fais rien, ces 100 que j'ai aujourd'hui, hein, que je n'ai pas donné finalement, bah déjà, au moment du décès, ils en vendront peut-être 150, mais moi, je serai taxé sur 150. Quand je dis moi, mes enfants, puisque je ne serai plus là, seront taxés sur 150 au moment de mon décès. Alors que dans l'autre cas de figure, j'ai donné quelque chose qui vaut 100. Aujourd'hui, je l'ai donné pour 50. Le jour où je ne suis plus là, ça en vaut 150. Ce n'est pas grave. J'ai déjà payé mon impôt sur les successions et donations. Mes enfants ont déjà payé. Rien à payer. Donc, utilisez l'outil de la nue propriété, qui est très importante. Elle n'est pas reconnue à juste titre aux États-Unis, sauf dans certains États comme la Nouvelle-Orléans où le droit civil s'applique, mais elle n'est pas reconnue en tant que telle, ce qui veut dire que la jurisprudence américaine va dire, vous donnez, quand vous faites une donation d'un nue propriété, on considère que vous donnez un gift of future interest à vos enfants, un droit futur. Donc, le jour où vous n'êtes plus là, il va falloir réintégrer l'intégralité de ce patrimoine aux États-Unis. Mais encore une fois, ce n'est pas grave. Demain, j'ai moins de 12 millions de dollars de patrimoine. Je fais une donation d'un nue propriété de mon bien immobilier français à mes enfants. Quelque chose qui vaut aujourd'hui, encore une fois, j'insiste, 100, je donne 50, qui est une propriété. Au moment de mon décès, je n'ai plus rien à payer en France. Ça en vaut 150. Le fisc américain dit oui, mais nous, on n'a pas reconnu ce droit-là. Donc, il va falloir déclarer ces 150 aux États-Unis. Je vais quand même retirer les 50 que j'avais déjà déclarés sur ma déclaration de donation aux États-Unis, mais je vais déclarer mes 150. Sauf que derrière, j'ai 12 millions de dollars d'abattement. Donc, en général, ce n'est pas un problème de se dire ah oui, mais ce n'est pas reconnu, même si mon bien a doublé, triplé de valeur, ce n'est pas très grave. Mais ce qui est intéressant, c'est que grâce à ça, comme je déclare l'intégralité de ce patrimoine ici aux États-Unis, j'ai le step-up. Et tout à l'heure, quand j'ai dit je donne en droit américain, si je donne de mon vivant un bien immobilier, je n'ai pas de step-up. Sauf que là, comme en droit américain, on considère que finalement vous donnez au moment de votre décès parce que c'est une donation incomplète. Ça va permettre à mes enfants de réévaluer la valeur de leur bien puisque j'ai déclaré cette valeur sur ma déclaration de succession. Et si mes enfants le revendent demain, en droit américain, je n'aurai pas de plus-value. Donc, je vais optimiser du côté français grâce au démembrement de la propriété. Du côté américain, je ne vais pas optimiser pour l'impôt sur les successions parce qu'en fait, je vais devoir tout redéclarer au moment du décès. Mais ce n'est pas grave. J'ai 12 millions de dollars d'abattement, encore une fois. Ça peut être un débat si j'ai plus de 12 millions, mais j'ai 12 millions de dollars d'abattement. Et en plus de ça, mes enfants vont pouvoir avoir le step-up parce que j'inclus l'intégralité de cette valeur au moment de mon décès. Donc ça, j'insiste bien, c'est bien quelque chose à retenir aujourd'hui. Hein. C'est ce démembrement. C'est un outil vraiment, excusez-moi l'expression, qui est un super outil en droit français. Parce que il faut optimiser quand on a l'immobilier en France, qu'on est non-résident, il faut optimiser la partie française au regard des successions et donations parce qu'on est exposé en France. Encore une fois, on le sera moins aux États-Unis parce qu'on a les 12 millions de dollars. Donc, faites bien attention à cette partie-là, important. Vous voyez, comment on calcule la nue propriété usufruit? C'est dans ce slide suivant. En fonction de votre âge. Donc, si vous avez aujourd'hui dans une tranche d'âge entre 60 et 70 ans, un bien immobilier qui vaut 1 million de dollars, on va considérer que vous donnez à vos enfants pour 600 000. Donc, il va falloir payer des droits en France sur 600 000. Sauf que sur 600 000, n'oubliez pas, je l'ai dit tout à l'heure, je peux donner par enfant 100 000 euros. Donc, si j'ai 3 enfants et que je suis en couple, je peux donner 3 fois 300 000 chacun, enfin chaque personne du couple. Donc, ça fait 600 000 en tout. Donc, en fait, je ne paie pas d'impôt. Un bien qui vaut 1 million, j'ai 3 enfants, je vais le donner pour 600 000. C'est la valeur d'une propriété. Mais sauf que comme j'ai un abattement de 100 000 euros par enfant, j'ai 3 enfants, je suis en couple, ça fait 600 000 d'abattement, je ne paie pas d'impôt. Donc, je transfère quelque chose qui vaut 1 million aujourd'hui, je le transfère pour 600 000, et les 400 000, ils ne seront jamais taxables. Le jour où je ne serai plus là, ils ne seront pas taxables en France, en droit français. En droit américain, il faudra que je déclare 1 million de dollars ou 1,5 million, parce que si ça me vaut 1,5 million, mais en droit français, je ne suis pas taxable. Donc, c'est pour ça qu'il faut en général le donner, plus on est jeune, moins ça coûte cher, parce que si aujourd'hui vous avez dans la tranche d'âge 50-60 ans, un bien immobilier qui vaut 1 million de dollars, vous allez pouvoir le donner pour 500 000, la valeur d'une propriété. Hein. En revanche, je suis dans la tranche d'âge de 80-90, si vous donnez un bien immobilier aujourd'hui d'1 million de dollars, on va considérer que vous faites une donation de 800 000. Donc, bien appréhender cet avantage fiscal.
Les taux d'imposition entre la France et les États-Unis au regard des successions et donations. Côté gauche, c'est la côté en France. Alors, la différence entre le droit français et le droit américain, je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, c'est qu'en France, c'est le bénéficiaire officiellement qui paie l'impôt. Donc, quand on calcule les tranches d'imposition, c'est par bénéficiaire. Donc, vous divisez à chaque fois par le nombre d'enfants. D'accord ? S'il y a un patrimoine qui font $1 million taxable et qu'il y a 5 enfants, en fait, c'est 200 000 € sur chaque bénéficiaire qui seront taxables. Et les tranches d'abattement, les tranches d'imposition à gauche de l'écran s'appliqueront sur cela. La ligne est très importante en France aussi. Quand on donne à ses enfants, les tranches d'imposition sont celles que je viens de vous évoquer. Moins vous avez de descendance directe, plus vous avez d'imposition, jusqu'à en avoir à 60% quand on n'a pas le lien de parenté. Donc attention à ça aussi. Hein. En droit américain, peu importe le lien de parenté, encore une fois, c'est la personne qui décède qui officiellement paye l'impôt, donc on prend le patrimoine total. On applique les 12 millions de dollars d'abattement sur le reliquat. Vous êtes taxé comme évoqué dans l'écran. Maintenant, Chantal fait une donation à Martin, qui est son conjoint. Hein, Martin, elle donne à Martin un bien immobilier qui est situé en France. Je vous ai dit tout à l'heure, attention, bien immobilier situé en France, je n'ai pas de taxation sur ce patrimoine. Excusez-moi, j'ai bien immobilier situé en France. Comme mon conjoint, je lui donne de mon vivant. Normalement, en droit français, on doit payer un impôt sur les donations à son conjoint, sauf que je peux lui donner jusqu'à 80 724 € tous les 15 ans. Hein, donc, si ce bien, je le détiens moi en nom propre, sans régime de la communauté, sans rien, hein, c'est que mon bien, que je veux donner à mon conjoint, attention, j'ai un abattement de 80 724 €, de là, je dois payer. En revanche, on le verra après, au moment de mon décès, si je demande à ce que ce bien soit donné à mon conjoint, là, la France, tout ce qui est hérité par le conjoint survivant, on ne paie pas d'impôt en France, en droit français. Mais c'est uniquement au décès. Donc, pensez également à une propriété, même quand vous les donnez à votre conjoint, si vous les donnez à votre conjoint. Toujours l'acte notarié qui est important. Comme Chantal est résidente fiscale américaine, sur ce qu'elle va faire donner à son conjoint ici, comme je dis ici, de la France, elle va devoir déclarer aux États-Unis, encore une fois, cette donation, puisqu'elle est redevable de son impôt sur son patrimoine mondial. Si elle n'est pas domiciliée fiscalement aux États-Unis, elle n'a pas cette problématique-là, mais si elle l'est, elle doit le déclarer aux États-Unis. Elle aura le droit, en plus, à un abattement de 164 000 $, hein, qu'elle peut donner tous les ans à son conjoint, s'il n'est pas américain. Je parlerai après, si l'américain, il y a une donation, il y a une exemption supplémentaire qui s'applique. Mais si son conjoint n'est pas américain, à Chantal, elle peut donner 164 000 $. Et tout ce qui est au-delà, ça viendra diminuer l'abattement des 12 millions de dollars qui s'appliquera. Toujours, on commencera à calculer. Mais attention, toujours, on est au phénomène de step-up. Hein. Ça, j'insiste. Hein. Phénomène de step-up, il faut bien le connaître. Maintenant, on est dans une autre situation. C'est le père de Chantal qui vit en France et qui décide de faire des donations. Le père de Chantal fait une donation à Chantal, il habite en France. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le père de Chantal peut donner jusqu'à 100 000 € à sa fille sans payer d'impôt en France. Au-delà, le père de Chantal est résident fiscal français, il paiera en France et il aura juste à payer un impôt en France puisque le père de Chantal n'est pas résident fiscal américain. Donc, du côté américain, le père de Chantal n'aura rien à faire. En revanche, Chantal, comme Chantal est résidente fiscale américaine, il faut savoir que lorsqu'on perçoit une donation, une succession qui est supérieure à 100 000 $ d'un non-résident fiscal américain, on a une obligation de déclaration aux États-Unis, uniquement de déclaration. On n'a pas d'impôt à payer, mais il faut le faire. Si vous ne faites pas ce formulaire-là, hein, que vous faites au moment où vous faites votre déclaration, votre 1040 aux États-Unis, si vous ne le faites pas, le risque de pénalité, c'est 25% du montant que vous avez omis de déclarer. Donc, il vaut mieux le faire, hein, parce que c'est pas, là, on ne vous demande pas de payer l'impôt, hein, on vous demande juste de le déclarer, cette partie-là. Maintenant, le père de Chantal, il est non-résident. Il fait une donation d'un bien immobilier à Chantal et ce bien est situé aux États-Unis. Donc, le père de Chantal est non-résident américain, mais il a un bien aux États-Unis. Alors attention, là aux États-Unis, la taxation est très forte quand on est non-résident fiscal américain en donation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a le droit à un abattement de 16 000 $ d'acite et le reste, on va atteindre vite 40% d'impôt. Donc, si j'ai un bien immobilier qui vaut 500 000 $ aux États-Unis et que la mère de Chantal donne à Chantal, eh ben, elle va donner ce bien immobilier à Chantal, mais elle est non-résident, donc elle n'a pas le droit, la mère de Chantal, à l'abattement des 12 millions de $. Et là, on est taxé quasiment dès le premier dollar. Ce n'est pas forcément la meilleure stratégie de donner de son vivant lorsqu'on est non-résident fiscal du patrimoine immobilier situé sur le territoire américain, parce qu'on a là, on n'a pas le droit quasiment à d'abattement lorsqu'on lui en donne du vivant. On va parler au moment du décès, c'est différent. La mère de Chantal décède. Qu'est-ce qui va se passer si la mère de Chantal, elle vit en France, elle décède? Je lui l'ai dit tout à l'heure, le lieu de situation du défunt au regard de la convention fiscale. La mère de Chantal habite en France, elle est redevable de payer un impôt sur son patrimoine mondial en France.
Hein, n'oubliez pas, c'est la France qui va prédominer au niveau de la taxation du patrimoine mondial. Donc, tout va être déclaré en France, tout va se passer en France, sauf s'il y a de l'immobilier aux États-Unis, on va en parler après, mais tout va se passer en France. Si la mère de Chantal n'a pas fait une donation au cours des 15 dernières années à Chantal, elle peut donner, on pourra avoir un abattement de 100 000 euros sur le patrimoine immobilier qui restera, du patrimoine qui restera de la mère de Chantal. Et au-delà, la France, il va falloir payer un impôt en France. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, du côté américain, Chantal va hériter d'un non-résident. Elle va juste devoir déclarer sur le formulaire 3520 ce qu'elle a hérité de sa mère, puisque tout se passe en France dès lors qu'il n'y a rien, pas d'immobilier aux États-Unis et que la personne qui décède est non-résidente fiscale américaine. Quand je dis non-résidente, c'est toujours au regard des donations de succession, attention. Donc, maintenant, toujours la mère de Chantal, on est en autre situation, par contre, où la mère de Chantal est non-résidente, elle décède, et elle a du patrimoine immobilier situé sur le territoire américain. Quand on donne du vivant, quand on est non-résident, puisqu'on a le droit qu'à un abattement de 16 000 $. C'est différent quand on décède. Alors, la mère de Chantal décède, résidente fiscale française, elle laisse dans son patrimoine un patrimoine immobilier aux États-Unis. En droit américain interne, normalement, quand on décède, un non-résident décède et qu'il a du patrimoine immobilier aux États-Unis, on donne un abattement de 60 000 $ et on est taxé au-delà. Sauf c'est là où la convention fiscale a une réelle importance et très avantageuse. Grâce à la convention fiscale, on va pouvoir donner jusqu'à 12 millions de $, on va pouvoir être exempté jusqu'à 12 millions de $ sur le patrimoine de la mère de Chantal situé aux États-Unis. Et ça va être un calcul un peu mathématique, mais on va regarder quel est le poids du patrimoine américain de la mère de Chantal sur le patrimoine mondial. La mère de Chantal avait un patrimoine aux États-Unis de 1 million de $. Partout dans le monde, elle avait 10 millions de $. Donc, on va dire le poids du patrimoine américain de la mère de Chantal était de 8%, 1 million sur 10 millions. On va prendre l'abattement auquel a droit un Américain classique, comme j'ai évoqué tout à l'heure, 12 60 000 $, et on va prendre 10% de ce montant-là. Et ça va être l'exonération auquel on pourra appliquer sur la déclaration de succession de la mère de Chantal, donc 120 060 $ d'abattement, parce que 10% de 12 060, ce qui fait que 1 060 pardon, 10% de 12 millions, excusez-moi, ça fait 1 200 000. Donc, on va avoir 1 200 000. Donc, la mère de Chantal a un bien aux États-Unis qui vaut 1 million de $. Et ben, grâce à la convention fiscale, comme son patrimoine, ça représente 10%, je vais exonérer totalement, parce que j'ai le droit à 1 200 000 $ quand j'ai le droit à la mère de Chantal. Donc, aucun impôt à payer aux États-Unis sur ces successions. Alors que s'il n'y avait pas la convention fiscale, 1 million de $, j'enlèverais que 60 000 $ et je serais taxable à hauteur de 40% quand je serais la mère de Chantal, la défunte serait taxable aux États-Unis pour un montant très conséquent. Donc ça, c'est grâce à la convention fiscale, encore une fois, j'insiste, entre la France et les États-Unis. Faites attention également aux retraites aux États-Unis. Le cas des retraites aux États-Unis également est très important parce que là, on oublie souvent, mais que quand on a une retraite américaine, il rentre dans le patrimoine de succession. N'oubliez pas cela. On l'oublie souvent, mais non seulement le patrimoine de retraite rentre dans le patrimoine de succession, mais en plus, il n'y a pas de step-up. Ça veut dire que je dois déclarer la valeur de mon patrimoine de retraite au moment de mon décès, mais après mes héritiers, par exemple un 401k, je laisse mon 401k à ma conjointe, je dois le mettre, ce 401k dans mon patrimoine de succession, donc j'aurai droit à l'exemption des 12 millions de $, mais par contre, à chaque fois que je vais toucher cette retraite, je serai redevable de payer un impôt. Je n'ai pas de step-up sur les retraites. Bien attention à ça aussi, parce qu'il faut bien c'est un peu comme une double imposition en quelque sorte, mais c'est la réglementation de ce côté-là. Faites attention également aux assurances vie. Quand on a des assurances vie américaines, si c'est à vos noms, ça rentre dans le patrimoine de succession. Donc, quand vous avez des fortes primes d'assurance décès, qui par exemple vous dites, tiens, j'ai une prime d'assurance décès qui fait que j'ai pris 10 millions de $, je n'ai pas payé très cher, j'ai pris très longtemps, bah, potentiellement, ça rentre dans le patrimoine de succession. Donc, on peut attendre les 12 millions de $, en raisonnant comme ça assez rapidement en droit américain. Donc, faites attention à cette partie-là également. Donc, toujours, on a évoqué, maintenant, c'est le conjoint de Chantal qui décède, le père de Chantal qui meurt malheureusement dans un accident de voiture. Donc, Martin était résident fiscal américain, taxable sur le patrimoine mondial aux États-Unis. Le seul cas où je paye un impôt en France, quand je dis Martin perd un impôt, ce sera sur son patrimoine immobilier qu'il va laisser à ses héritiers en France. Donc, en France, la France va dire, OK, on vous taxe sur le patrimoine immobilier situé sur le territoire français, sauf s'il a fait du démembrement, s'il avait donné à une propriété, rien à payer en France. Mais s'il ne l'a pas fait, il aura le droit à un abattement, on pourra appliquer un abattement de 100 000 € par enfant sur le patrimoine immobilier qu'il va transmettre à ses enfants.
Sur tout ce qu'il décidera de transmettre au conjoint survivant, là, on aura un abattement total en droit français. Je vous l'ai évoqué, en France, quand on décède, tout ce qu'on laisse au conjoint survivant, il n'y a pas d'impôt à payer. Donc, souvent, des bonnes stratégies à faire, c'est de se dire, est-ce que j'ai peut-être plus intérêt à laisser mon patrimoine immobilier à mon conjoint survivant en France, parce que je ne paierai pas d'impôt, et ça me permettra à mon conjoint survivant après de revendre derrière, il aura le step-up, il va revendre du bien immobilier, il n'aura pas de taxation, et pourra rapatrier mon conjoint aux États-Unis cet argent, et ce sera optimal. Attention, par contre, c'est là qu'il faudra passer par un notaire, il faut bien dans ce cadre-là dire, moi, je veux que ce soit mon régime applicable de mon testament, je veux que ce soit la loi américaine qui s'applique, parce que vous savez qu'en droit français en interne, on ne peut pas déshériter ses enfants. Donc, si vous décidez de tout donner à votre conjoint survivant, il faut s'assurer qu'avec les notaires, vous avez choisi votre régime, qui va s'appliquer en cas de décès, et vous allez dire, moi, je veux le régime américain. Aux États-Unis, on fait ce qu'on veut. Si on décide de donner à son conjoint, on peut le donner 100% de son patrimoine à son conjoint. En droit français interne, on ne peut pas le faire. Donc, c'est là où il va falloir anticiper avec un notaire pour faire les papiers. Et souvent, quand on anticipe bien, là, on peut avoir une stratégie fiscale. C'est-à-dire, du coup, l'immobilier, j'ai tout donné à mes enfants parce que je ne veux pas optimiser de mon vivant. Je donne à mes héritiers, mais d'abord à mon conjoint survivant. C'est mon conjoint survivant qui touche ce patrimoine. Et donc, grâce à ça, en France, je ne paierai pas d'impôt, exonération totale. Du côté US, si mon conjoint survivant n'est pas américain, ça rentrera dans l'abattement des 12 60 000 $, sauf que grâce à la convention fiscale franco-américaine, là, la convention fiscale américaine me donne la possibilité d'avoir un abattement supplémentaire de 12 millions de dollars sur tout ce que je vais donner à mon conjoint, je vais léguer, à mon conjoint survivant. Okay, donc, je reste à mon épouse, j'ai un patrimoine de 20 millions de dollars, donc vous allez me dire, 20 millions de dollars, vous êtes au-dessus des 12 millions, donc vous allez devoir payer sur 8 millions, sauf que je vais dire non, ma conjointe n'est pas américaine, mais je vais demander à la convention fiscale de s'appliquer. La convention fiscale me dit, si votre conjoint est un passeport français, vous pouvez lui donner jusqu'à 12 millions de dollars, en plus des 12 millions de dollars auxquels vous avez le droit. Donc, je vais me retrouver à payer d'impôts. Je vais dire, je donne 12 millions à mes enfants, 8 millions à ma conjointe en appliquant la convention fiscale et je ne paierai pas d'impôts grâce à cette convention fiscale franco-américaine. Attention également en droit américain, c'est qu'une donation que vous effectuez est irrévocable à partir de 3 ans. C'est-à-dire que si vous avez donné malheureusement 1 an à votre décès à vos enfants, on va intégrer l'intégralité des donations qui ont lieu au cours des 3 dernières années en droit américain. Donc, si votre bien immobilier malheureusement a doublé de valeur dans les 2 dernières années, que vous avez donné il y a 2 ans et malheureusement vous n'êtes plus là, vous décédez, on va devoir intégrer dans votre patrimoine de succession aux États-Unis la valeur de tous les biens immobiliers, de tous vos biens, même ceux pour lesquels vous avez donné au cours des 3 dernières années. Alors, on déduira bien évidemment ce que vous avez déjà déclaré, mais il va falloir faire attention à cela. 3 ans, il faut se dire aussi 3 ans, ça c'est à connaître. J'ai encore beaucoup de slides, mais je vais essayer d'aller le plus vite possible parce que je veux qu'on réponde aux questions-réponses également. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, Martin et Chantal, qui n'est pas foyer fiscal français. Donc, ça, je viens de vous évoquer le fait de bénéficier de cet avantage fiscal de 12 millions de dollars grâce à la convention fiscale sur ce que j'ai avec mon conjoint survivant. Également, j'ai possibilité aux États-Unis de faire la portabilité. C'est-à-dire que si moi, j'ai un patrimoine de 2 millions de dollars, mais que ma femme a un patrimoine de 20 millions, au moment de mon décès, on va pouvoir mettre sur ma déclaration fiscale les 10 millions de dollars que je n'ai pas utilisés, je veux que ce soit transféré à mon épouse. Donc, mon épouse aura dans ce cas-là 12 millions de dollars d'abattement qu'elle a droit, plus mes 10 millions de dollars à moi que je n'aurais pas utilisé, ça lui fera 22 millions de dollars. Donc, ça, c'est important, la portabilité de la connaître également sur ce côté-là. Ça, on en a parlé également de la problématique fiscale du décès. Donc maintenant, malheureusement, si Martin et Chantal essaient tous les deux, ça, c'est toujours le même principe. On va regarder où est effectuée cette problématique. Je veux attirer votre attention sur une chose. Et c'est là où je vais vraiment conclure cette partie-là. C'est certains d'entre vous, vous souhaitez vous dire, en fait, moi, j'ai une carte verte ou un passeport américain et je ne veux plus m'enquiquiner, je veux rentrer en France au moment de ma retraite et je vais rendre mon passeport américain. Alors, aux États-Unis, il y a un concept qui s'appelle le concept d'expatriation tax, de covered expatriate, qui dit la chose suivante, les États-Unis vont vous dire, vous voulez rendre votre passeport et votre carte verte? Aucun problème. Mais si vous rendez votre passeport et votre carte verte, il faut payer une taxe à la sortie, une exit tax. Donc, vous allez me dire, pourquoi pas, je paye mon exit tax. Alors, on va regarder en fonction de l'impôt moyen que vous payez au cours des 5 dernières années. C'est-à-dire qu'on va voir si vous êtes covered expatriate, donc quel est votre patrimoine mondial au moment où vous rendez votre passeport, votre carte verte, combien d'impôts vous payez. Est-ce que vous êtes à jour de vos obligations fiscales? Attention, il faut être à jour de ses obligations fiscales. J'ai oublié de déclarer les assurances vie en France, j'ai oublié de déclarer des assurances vie françaises, ou des comptes en banque en France au fisc américain. Je ne suis pas à jour de mes obligations fiscales. Et si je suis considéré ce fameux covered expatriate, le fisc américain va me dire, vous payez
un impôt sur tout ce que vous avez aujourd'hui au moment où vous vendez votre passeport, toutes les plus-values accumulées, même si vous n'avez pas vendu votre patrimoine, vous avez acheté une maison d'1 million de dollars, elle vaut 2 millions quand vous vendez votre passeport, on va vous dire payer la plus-value sur 1 million. Pareil pour les actions. Donc vous allez me dire, OK, moi, c'est pas de problème, moi, je paye tout et j'ai aucun souci. Sauf que regard des successions de donations, ça peut avoir un impact très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez pénaliser vos enfants. Si vos enfants, eux, sont américains, c'est-à-dire qu'ils vous disent, bah oui, mais toi, vous voulez rentrer en France, vous rendez votre passeport, pas de problème. Moi, je reste aux États-Unis puisque ma vie, j'ai toujours été aux États-Unis. Si vous êtes covered expatriate, il y a une règle fiscale qui existe aux États-Unis, c'est qu'un résident fiscal américain, domicilié fiscalement aux États-Unis, qui perçoit une donation ou une succession d'un covered expatriate, donc je répète, une personne qui a rendu son passeport américain ou sa carte verte et qui était dans les critères de covered expatriate que j'évoquais, qui étaient à l'écran tout à l'heure, eh ben, le bénéficiaire va devoir payer un impôt sur les donations et successions qu'il perçoit sans abattement. Donc demain, vous quittez les États-Unis, vous aviez le droit à 12 millions de dollars, vous dites, moi je donnerai à mes enfants, je rentre en France. Et l'année d'après, vous rendez votre passeport, vous payez votre exit tax, pas de problème. L'année d'après, vous faites une donation à vos enfants de 20 millions de dollars. Même si c'est du patrimoine non américain, vos enfants vont devoir payer un impôt sur ce qu'ils vont percevoir, sur les donations que vous avez effectuées aux États-Unis, enfin à vos enfants américains. Donc les millions de dollars que je leur donne, j'ai du cash en France, je leur donne 1 million de dollars. L'année qui suit où j'ai rendu mon passeport américain, vos enfants vont se retrouver à payer 40% d'impôt dessus aux États-Unis. Parce qu'en fait, quand on perçoit une donation, une succession d'une personne d'un covered expatriate, d'une personne qui a rendu son passeport, sa carte verte, on va demander à ce bénéficiaire de payer un impôt sur les donations et successions. Et ça, c'est super pénalisant parce que souvent, beaucoup de gens disent c'est pas grave, je paye une exit tax, je m'en fiche, je ne vais plus avoir à faire. Mais là, vous allez punir vos enfants parce que si vous souhaitez dans le futur leur faire des donations, ils vont se retrouver à payer 40% d'impôts sur les donations qu'ils vont percevoir. Et j'insiste, sans aucun abattement. Avant, vous pouviez donner jusqu'à 12 millions de dollars parce que vous étiez américain. Là, vous arrêtez tout, vous rendez votre passeport. Le lendemain, vous donnez. Le fisc américain va dire, bah, tant pis, vous avez choisi de partir, mais par contre, vos héritiers vont devoir payer un impôt sur ce qu'ils perçoivent. Donc, j'insiste bien sur cette partie-là. C'est très, très important. Les conséquences fiscales de la notion d'expatriate. Hein. Et l'impôt, il est à la charge du bénéficiaire dans ce cas-là. C'est-à-dire que c'est vos enfants qui ont la responsabilité de payer un impôt sur les donations qu'ils vont percevoir d'une personne qui a rendu son passeport américain et qui est considérée comme covered expatriate. Très important. J'insiste bien là-dessus. Hein. Donc, en résumé, n'oubliez pas les différences de critères entre les États-Unis et la France. N'oubliez pas, c'est en gros, je vais être taxable en France au patrimoine immobilier que je serai en France même si je suis non-résident. Pareil aux États-Unis, si je suis non-résident, je reste redevable de payer un impôt sur les donations et successions sur le patrimoine immobilier situé sur le territoire américain. Mais attention au phénomène de step-up. Vous avez vu les exonérations auxquelles je peux donner. Utilisez les exonérations que vous pouvez faire. En France, pensez à utiliser le démembrement. Aux États-Unis, pensez à utiliser 16 000 $. Pensez à donner à vos enfants, à vous protéger, hein, bien évidemment. N'oubliez pas les trusts. Si certains d'entre vous avez des trusts, sachez que les trusts révocables n'ont aucune incidence sur la fiscalité des successions et des donations. C'est uniquement du juridique. Ça veut dire qu'au regard du fisc américain, au moment de votre décès, si vous avez tout mis dans un trust révocable, tout est taxable au moment de votre décès. En revanche, quand vous avez tout mis dans un trust irrévocable, vous payez un impôt au moment où vous mettez dans ce trust votre patrimoine. Donc, vous le payez à ce moment-là. Le jour où vous n'êtes plus là, vous ne payez pas. C'est parce que, par définition, c'est irrévocable. Mais attention si vous rentrez en France. Hein. Les formulaires à connaître, on a parlé tout à l'heure, les 706, les 709 aux États-Unis, le 3520. En France, la formulaire 2705 quand on perçoit des donations également. Pensez à utiliser les SCI également, qui est un très bon outil en France, hein, de mettre des biens immobiliers dans des SCI, excusez-moi, de bien penser à mettre des biens immobiliers aux États-Unis. Pensez au démembrement. Pensez à l'utilisation des trusts. Si vous ne pensez pas rentrer en France, utilisez les trusts. C'est un très, très bon outil. Attention aux conséquences fiscales en cas d'abandon de carte verte ou de citoyenneté. Et à chaque opération que vous faites, pensez répercussions en France, répercussions aux États-Unis. Qu'est-ce que ça implique? Hein, bien penser à cela. La semaine prochaine, on organise toujours également avec l'UFE en présentiel. Là, ce ne sera pas un webinaire, donc on pourra être encore plus complémentaire. Et j'organiserai aussi avec un financier avec moi, une personne qui est un financial planner qui pourra expliquer aussi l'aspect succession au niveau des placements financiers. La semaine prochaine, on organise en fait un tour au Texas. Donc, si certains d'entre vous, vous êtes au Texas, sachez que le lundi 5, on sera à Houston, le mercredi 7 à Austin et le vendredi 9 à Dallas. Et soit je pourrais vous recevoir également par rendez-vous si vous le souhaitez, vous pourrez venir à nos conférences.
elles seront encore un petit peu plus détaillées. On aura peut-être un peu plus de temps également pour se poser et répondre à vos questions. Pareil, cette conférence a été organisée à la fois par l'UFE, mais également par la Chambre de commerce franco-américaine du Texas, également par Houston Accueil, qui nous aide également. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aussi, parce que ce sera du live, on sera en présentiel, et on pourra être là aussi pour vous recevoir à tous les rendez-vous que vous souhaitez. Donc, pensez à tout cela. Notre cabinet Jade peut vous aider dans toutes les problématiques qu'on a effectuées, à la fois comment organiser votre problématique fiscale des successions de nations à la fois en France et aux États-Unis. On travaille avec des très bons avocats, des très bons notaires des deux côtés de l'Atlantique, mais également pour la problématique des compliance, les formulaires fiscaux à remplir, que ce soit pour l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les donations à succession. On a 12 bureaux aux États-Unis, nous sommes situés dans plusieurs villes. Donc, n'hésitez pas. Sachez également que cette conférence va être en replay. Ça, on va vous en parler après. Mais là, vous avez l'email pour poser toutes vos questions. Si malheureusement, je ne peux pas répondre à toutes vos questions maintenant, n'hésitez pas à utiliser cette adresse email. Je ne vous garantis pas de répondre tout de suite, mais j'essaierai d'y répondre. Sinon, pour certains d'entre vous, si vous êtes au Texas, n'hésitez pas à venir à notre conférence et aussi à prendre des rendez-vous. Mais n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes présents dans la plupart des grandes villes américaines, également en France. C'est un sujet très complexe. Le but d'aujourd'hui, c'est de vous faire passer certains messages, de bien penser à optimiser beaucoup votre fiscalité française sur l'immobilier en France par rapport au démembrement, de faire attention à comment vous vous structurez également. Tout cela, c'est très important. Faites attention à votre retour également quand on en a parlé. Maintenant, je vais répondre à vos questions-réponses. Je vais essayer de prendre un quart d'heure pour répondre à la plupart à répondre au maximum des questions-réponses. Peut-être que vous en aurez beaucoup. N'hésitez pas à me poser vos questions-réponses. C'est un sujet complexe, mais c'est un sujet qu'il faut connaître. Et c'est vrai que malheureusement, on ne veut pas souvent évoquer cette problématique-là, mais croyez-moi, d'expérience, parce qu'on a beaucoup de cas à notre cabinet, le mieux, c'est de gérer quand on est là, pas quand on n'est plus là, parce qu'on pense souvent qu'il n'y aura jamais de problème. Malheureusement, il y a toujours des problèmes de succession, de donation. Donc, n'hésitez pas à le régler maintenant. Vous entourez de bonnes équipes, compétences des deux pays et de penser bien à cette fiscalité. Et il y a beaucoup d'outils qui existent, qui peuvent être effectués et qui peuvent être bien accordés. Donc, je vais vous répondre à la première question. Si je suis covad expatrié et que mon mari n'a jamais eu de carte verte et qui habite en France est mon bénéficiaire, peut-il être taxé aux USA au moment de ma mort? Non, parce qu'en fait, comme j'ai évoqué tout à l'heure, on va regarder le bénéficiaire. Donc, si le bénéficiaire n'est pas américain, il n'y aura pas de problématique pour lui sur les donations ou successions que vous allez, enfin, sur les successions ou même donations que vous déciderez de lui donner à partir du moment où vous aurez rendu votre passeport américain, vous serez covad expatriate et que votre mari n'est pas résident fiscal américain, il n'y a pas de problème. C'est le bénéficiaire. On va regarder où est le bénéficiaire. Si le bénéficiaire est résident fiscal américain, oui, il y a une taxation en ce moment. Là, s'il ne l'est pas, vous aurez juste à payer votre exit tax, mais il n'y aura pas de conséquences fiscales futures. Hervé pose la question, je fais une donation à mon fils en France, pas d'impôt français, mais doit-il faire une déclaration? Oui, il y a un formulaire, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez, Hervé. Vous avez fait une donation, alors ce qui va se passer en France, c'est que votre fils devra déclarer cette donation, invoquer la convention fiscale pour ne pas payer d'impôt en France, bien évidemment. N'oubliez pas que vous allez devoir faire cette déclaration aux États-Unis sur le formulaire 709, 709. Il va falloir effectuer cette donation. Si elle est supérieure à 16 000 $, comme j'ai dit tout à l'heure, vous faites la déclaration aux États-Unis et aucun problème. En France, il y aura une formalité à respecter, mais pas d'imposition du côté français. Convention fiscale franco-américaine, encore une fois. Alors, très bonne question. Merci Isabelle. La règle du step-up est-elle la même pour un bien immobilier et SCI immobilière? La réponse est oui, parce qu'à partir du moment où une société est à prépondérance immobilière, c'est la fiscalité immobilière qui s'appliquera. Donc oui, ce sera la même problématique du step-up. Alors, n'oubliez pas que le step-up s'appliquera sur les parts de société, puisque si demain vous donnez, je dirais, si la SCI en elle-même revend le bien immobilier, on calculera la plus-value historique, puisque la plus-value, le bien appartient à la société à l'intérieur. Donc, il faudra, pour que le step-up s'applique, il faudra revendre les titres de la SCI. Mais la réponse à la question est oui, si vous donnez les titres de la SCI, pas de step-up aux États-Unis, step-up en France, à condition que vous vendez les titres de la SCI. Si c'est à votre décès, il y aura. Mais la solution peut être, Isabelle, c'est de démembrer vos parts de SCI. Vous donnez la nue propriété à votre enfant des parts de la SCI, vous gardez l'usufruit. Et là, ce sera l'avantage dont j'ai évoqué tout à l'heure. Vous allez tout déclarer aux États-Unis au moment de votre décès, donc il y aura le step-up. Et du côté français, vous aurez optimisé parce que vous aurez déjà donné les titres de la SCI en nue propriété. Et donc, votre fils deviendra propriétaire de l'intégralité des titres le jour où vous serez plus. Enfin, je dis votre fils ou, excusez-moi, je ne sais pas, mais la personne à qui vous donnez.
Alors, Marc pose un cas pratique. Je suis résident fiscal américain et reçois une donation de la nue propriété d'un bien de location situé en France, de la part de mes parents résidents fiscaux en France, dont ma part indivision avec mon frère et ma sœur à une valeur de 50 000 euros. Quelle déclaration à faire auprès de l'IRS? Alors, première chose, du côté de la donation en elle-même, si la donation de vos parents dépasse 100 000 dollars, le jour de la donation, vous allez devoir faire le formulaire 3520 parce que vos parents sont non résidents, ils vous font une donation d'un droit, de la nue propriété. Il va falloir déclarer au moment de cette donation si ça dépasse 100 000 dollars sur le formulaire 3520. C'est tout, il faudra juste faire ça. À partir du moment où ce ne sont pas des titres de société, c'est juste un bien immobilier et vous ne touchez pas de revenus, il n'y a pas d'autre déclaration à faire jusqu'au moment du décès de vos deux parents. Le jour où vos deux parents décèdent et que vous héritez de la pleine propriété du bien, de votre partie à vous, là, il faudra, je l'ai évoqué tout à l'heure, redéclarer au fisc américain sur le 3520 la valeur de cette pleine propriété, puisque là, vous aurez hérité à ce moment-là. Du côté français, ce sera déjà réglé. Comme j'ai dit, il n'y aura pas de problématique. Donc, du point de vue IRS, à ce moment-là, vous ferez le 3520. Et puis après, comme vous serez pleinement propriétaire, les loyers, vous commencerez à les déclarer. Mes réponses à votre question, c'est déclarer la donation quand elle a été effectuée, la nue propriété, si c'est plus de 100 000 dollars. Par la suite, si ce ne sont pas des titres de société immobilière, de SCI immobilière, il n'y a rien à faire aux États-Unis. Si ce sont des titres, il faudra effectuer une déclaration pour déclarer cette société. C'est souvent le formulaire 8865, ce sont des SCI. Il faudra le déposer aux États-Unis si c'est contrôlé familialement. Donc, sinon, rien à faire. Et ce sera au décès de vos parents, il faudra redéclarer sur le formulaire 3520 la valeur de ces biens. Question de Catherine, peut-on faire une donation en nue propriété en achetant un appartement en France dans le cas d'une SCI et non en nom propre? Oui, oui, tout à fait, comme on vient juste d'évoquer, et c'est très bien de le faire. Moi, c'est pour ça que je dis en conclusion, pensez, pour moi, l'optique idéale, c'est pas de donner forcément une propriété d'un bien immobilier parce que sachez, pour certains d'entre vous, si vous ne savez pas, c'est que quand on donne une propriété d'un bien immobilier à vos enfants, par exemple, si vous revendez ce bien immobilier, une partie du produit de la vente doit revenir au nu propriétaire. Donc, cet argent vous échappe à vous, vous êtes obligé de donner au nu propriétaire, sauf s'il y a un système de quasi-usufruit. En revanche, si c'est une SCI, c'est la SCI qui revend. Donc, c'est la SCI qui touchera l'argent. Et souvent, si vous êtes gérant de cette SCI, c'est vous qui décidez ou pas de donner l'argent aux actionnaires. Donc, si vous avez démembré les titres, vos enfants ont la nue propriété des titres et vous l'usufruit, il n'y aura pas de problème parce que vos enfants, ils ne pourront pas vous dire il me faut cet argent parce qu'on a vendu le bien. Non, non, l'argent, c'est la SCI qui a vendu le bien. Et moi, quand je dis moi, c'est moi l'usufruitier, je vais être gérant de la SCI, je contrôle tout. Donc là, c'est l'optimal. Donc, pour répondre à votre question, Catherine, alors pas le faire sur les petits biens immobiliers, mais la SCI, c'est ce que nous, on recommande de faire, d'effectuer. Autre chose également, je n'ai pas parlé, parce que j'aurais pu aller au-delà, mais n'hésitez pas également, si certains d'entre vous vous dites, tiens, je vais rentrer à un moment donné en France, n'hésitez pas à acheter avant de rentrer en France. Pourquoi? Parce que, n'oubliez pas, je vous ai dit aux États-Unis, je peux donner jusqu'à 12 millions de dollars à mes enfants. Demain, je veux acheter un bien immobilier en France. Comme le dit Catherine, je vais créer une SCI en France. Je vais acheter le bien immobilier en France avant de rentrer en France. Donc, en fait, je vais donner de l'argent aux États-Unis officiellement à mes enfants. Je vais faire une donation à mes enfants aux États-Unis d'argent. Mes enfants, eux, en tant que nus propriétaires, ils vont investir dans la SCI. Moi, en tant qu'usufruit, je vais mettre de l'argent dans la SCI. Donc, avant de rentrer en France, je serai déjà propriétaire d'un bien immobilier, mais j'aurais déjà transmis à mes enfants, sans devoir faire les donations et autres, parce que j'aurais déjà effectué l'achat avant de rentrer en France. Donc, n'hésitez pas, certains d'entre vous, vous voulez à un moment donné rentrer en France, ou même pas, si vous voulez acheter aujourd'hui quelque chose en France, faites-le dès le départ avec vos enfants. S'il n'y a pas de problématique de recours à d'emprunt ou autre, si vous achetez cash, mettez dès le départ dans une SCI vos enfants. Vos enfants sont nus propriétaires, vous usufruitiez, et vous donnez l'argent aux États-Unis à vos enfants pour qu'ils investissent dans la SCI. Il n'y a pas de problématique là de succession et tout, vous êtes tranquille. Donc, n'hésitez pas à le faire dès le départ. Comment des parents résidents fiscaux français peuvent donner la nue propriété à des enfants dont seulement certains sont US tax personnes? Aucun problème. Ça, c'est complètement d'un point de vue franco-français. Ça, c'est le notaire qui vous fera les actes notariés. Mais il n'y aura pas de problématique pour vos parents. Alors, comment il faut faire? Il faut passer par un notaire. Donc, vous allez voir un notaire en France. C'est bien d'avoir des notaires qui connaissent un peu les deux régimes français-américains. Mais sinon, vous allez voir votre notaire. Vous dites, quand je dis vous, vos parents, vous dire est-ce que je peux donner une propriété de ce bien? J'aimerais donner une propriété de ce bien à mon fils, par exemple, qui habite aux États-Unis. Comme je l'évoquais tout à l'heure, de toute façon, c'est la fiscalité française. Le bien immobilier est situé en France et en plus, vos parents qui vous donnent sont résidents fiscaux français. Donc, en fait, ils vont pouvoir vous donner jusqu'à 200 000 euros puisque c'est 100 000 euros chacun. Donc, si par exemple, ils vous donnent le bien immobilier vaut, je ne sais pas, 400 000 euros, que la nue propriété, on considère que c'est 50%, vos parents vous donnent la nue propriété qui vaut 200 000.
et ben, comme ils peuvent vous donner 200 000, ils ne paieront pas d'impôt dans le cas de la donation, à part les frais, bien évidemment, de notaire et d'enregistrement. Mais la réponse est, vous allez voir le notaire, vous leur dites ce que vous voulez faire et ils le feront, peu importe que vous soyez, vous, américain ou pas. Hein, c'est la situation de vos parents qui va prédominer. Question de Catherine, si on hérite d'un bien immobilier en indivision en France, doit-on le déclarer aux USA quand on est résident fiscal USA? Alors, quand vous héritez, oui. Hein, quand vous héritez en indivision en France, il faut déclarer la valeur qui est, que vous héritez en fait de ce bien sur le formulaire 3520 si ça dépasse 100 000 $. Hein, si je suis plus de 100 000 $, je dois déclarer sur le formulaire 3520, pas d'impôt à payer puisque les parents sont en France, c'est en France que je déclare tout et le bien est situé en France. Et du côté américain, vous faites juste une 3520 et c'est juste ce qu'il faut faire. 3520 que vous devez déposer au même moment où vous faites votre déclaration fiscale américaine et qui est très simple à faire. Et si c'est plus de 100 000 $, si c'est moins de 100 000 $, vous n'avez même pas à déclarer. Il faut juste être capable de le prouver en cas de contrôle. Vous n'avez pas à le déclarer. À qui puis-je m'adresser dans un cas particulier de New Hampshire ou Massachusetts? Alors, ce que vous pouvez faire, Armel, vous pouvez aller sur notre site internet et si vous allez sur le site internet de Jade, soit vous écrivez directement à notre site USA Jade Fiducial et je vous enverrai à la personne qui s'occupe de notre bureau de Boston, parce qu'on a un bureau à Boston. Sinon, si vous allez sur le site de Jade, vous verrez, vous pourrez cliquer sur par bureau la ville. Vous cliquerez sur, par exemple, Boston, et ça vous renverra l'adresse email directement pour prendre un rendez-vous ou pour se parler. Alors, qu'en est-il de donation, succession, neveu et nièce? Alors, donation, succession aux neveux et nièces, je crois que je l'avais tout à l'heure dans un des slides, mais donation, succession, neveu et nièces, malheureusement, vous avez le droit qu'à… est-ce que je l'ai là-dessus? Oui, neveu et nièces, vous avez le droit à 7 967 € d'abattement, malheureusement. C'est-à-dire que là, c'est le même principe. Rolando, c'est là, vous êtes résidents fiscaux américains, vos neveux nièces sont résidents fiscaux français. Convention fiscale, c'est la même chose, elle vous protège. Taxation dans le lieu de situation du défunt ou du donateur. Donc, si vos neveux nièces sont en France, j'insiste bien, ils sont en France, tout ce que vous allez leur donner, à condition qu'il n'y a pas l'immobilier français, parce que l'immobilier français, je vais l'évoquer, ça ne sera pas tout ce que vous avez lui donner, vous allez le déclarer aux États-Unis. Mais en France, vos neveux et nièces, la fiscalité sera uniquement aux États-Unis. Vos neveux et nièces vont devoir déclarer sur un formulaire qu'ils ont hérité par donation succession de votre côté. Mais à partir du moment où il n'y a pas d'immobilier, c'est la succession américaine, convention fiscale qui va vous protéger. Donc, il y aura juste une déclaration à faire aux États-Unis. Si votre patrimoine est inférieur à 12 millions de $, pas d'impôt à payer. Et la règle, c'est la convention fiscale, hein, peu importe le degré de parenté là-dessus, hein, taxation dans le lieu de résidence de la personne qui donne ou du défunt. Vous êtes américain, c'est aux États-Unis. La seule cas de taxation en France pour les bénéficiaires, que ce soit vos enfants, neveux, nièces ou autres, c'est si vous avez de l'immobilier en France. Sinon, convention fiscale, j'applique. Quels sont les États qui ne reconnaissent pas les conventions de donation? Alors malheureusement, là de ce côté-là, il n'y a pas vraiment d'États qui reconnaissent ou pas les conventions de donation. C'est des États qui la plupart des États ne reconnaissent pas les conventions de donation. Et ça, je pourrais vous envoyer une liste. C'est pour Marc. Marc, envoyez-moi un email, je vous enverrai la liste des problématiques par rapport aux États. C'est surtout de savoir quels sont les États qui appliquent un impôt déjà sur les successions et donations. Hein, il y en a, de mémoire, il y en a une dizaine, il y en a 16 aux États-Unis, ils peuvent tous les lister. Et à l'intérieur de ces États, il faut voir si certains autorisent ou pas de ne pas être taxé sur le patrimoine étranger. Mais pour les donations de succession, malheureusement, c'est différent. La plupart des États ne reconnaissent pas, mais sachant que la plupart des États ne pratiquent pas d'impôt sur les donations et successions, j'insiste bien. Hein. Donc, vous n'aurez pas de problématique, contrairement à l'impôt sur le revenu, où la plupart des États appliquent un impôt sur le revenu, sur les successions et donations, la plupart des États n'en appliquent pas, et donc vous serez taxé qu'au niveau fédéral. Si je fais une donation de mon immeuble en gardant l'usufruit, est-ce que la valeur de l'immeuble doit être déclarée comme 50% de la valeur au marché? Alors, on va regarder deux choses en fait par rapport, j'imagine c'est par rapport du côté français, on va regarder votre tranche d'âge. Si vous êtes dans la tranche d'âge où on considère que la nue propriété c'est 50%, on va prendre 50% et oui, on va prendre la valeur marché de votre bien immobilier. Alors en France, c'est le notaire qui le fait. Hein. Donc malheureusement, c'est pas malheureusement, c'est le notaire, c'est un représentant d'État. Et le représentant d'État va lui-même valoriser ce bien immobilier et va le faire en bon père de famille, entre guillemets. Donc, il va avoir une valorisation qui va être effectuée auprès d'une tierce personne que le notaire va demander. Et donc, c'est le notaire qui va déclarer cette valeur. Donc, ce sera normalement la valeur de marché. Et
Et après, on va regarder en fonction de la tranche d'âge, est-ce qu'on prend 50, 60, 40% en fonction de votre tranche d'âge pour déclarer une propriété. Mais pour répondre à votre question, Marie, oui, c'est la valeur de marché au moment de la donation. Et cette valeur est effectuée en France. C'est le notaire qui est le pilote, parce que c'est lui qui doit tout déclarer. C'est le notaire qui est le pilote de tout cela du côté français. Ce n'est pas vous qui allez décider de cette valeur. Bonjour, je souhaiterais éventuellement rentrer en France après ma retraite, mais sans intention d'abandonner ma citoyenneté. Cela change-t-il quelque chose au corps expatrié? Ah oui, là, si vous ne rendez pas votre passeport américain, vous êtes tranquille, Fadel, en fait. Si vous ne rendez pas votre passeport américain, pas de problème. Alors, comme j'ai évoqué tout à l'heure, vous allez rester fiscalisé dans les deux pays, à la fois français et américain, mais aucun problème de ce côté-là, parce qu'en fait, vous n'avez pas rendu votre passeport, donc vous ne serez pas covered expatriate. La seule chose, c'est que vous serez fiscalisé des deux côtés, mais on a des accords de non-double imposition, déjà c'est une chose. La seule problématique, c'est que du côté français, ils vont pouvoir vous taxer sur votre patrimoine mondial, donc faites attention. Là, pour le coup, comme j'évoquais tout à l'heure, pensez peut-être à donner avant de rentrer en France. Vous avez le droit de donner 12 millions de dollars, pensez à vous structurer pour donner à vos héritiers, à vos enfants, une grande partie de votre patrimoine, tout en gardant le contrôle. Ça peut encore une fois utiliser un certain nombre de véhicules, mais donnez comme vous pouvez. Et parce que ce problématique, c'est que vous ne pourrez pas donner une fois que vous serez en France. Tout ce que vous ferez quand vous serez résident fiscal français, même en tant que résident fiscal américain, ça aura un impact du côté français puisque vous êtes résident fiscal américain. On va prendre deux dernières questions. Peut-on hériter d'une assurance vie en France en étant résident? Alors, pour répondre à une question définie, oui, ça fera partie des sujets qu'on développera la semaine prochaine dans la conférence au Texas. On parlera de la fiscalité aussi des assurances vie en cas de décès en fonction de là où on est. Mais oui, bien sûr, vous pouvez hériter d'une assurance vie en France en étant résident fiscal américain. Absolument, il n'y a pas de problème. Et c'est souvent le cas d'ailleurs. Vous êtes bénéficiaire. Alors, ce qui se passera bien souvent, c'est que cette assurance vie, elle va se défaire de la personne qui l'avait. Donc, vous allez hériter en fait de la liquidité de l'assurance vie. On va la liquider et vous allez en hériter. Et c'est à ce moment-là que vous allez l'avoir. Réponse de Cyril, restons covered d'expatriate à vie. Alors, oui et non, parce que si à un moment donné, vous décidez de reprendre la carte verte ou le passeport, maintenant, vous ne le serez plus, parce que vous redevenez résident fisco-américain. Donc, pour répondre à la question, non, vous ne serez pas covered d'expatriate à vie. Tout dépend de votre situation fiscale, parce qu'il n'y a rien qui vous empêche de rendre à un moment donné votre carte verte ou même votre passeport, et après de la reprendre. C'est compliqué souvent de pouvoir en reprendre une, mais non, vous ne serez pas covered d'expatriate à vie, parce qu'il n'y a rien qui empêche demain que vous rebasculiez résidents fiscaux américains. Et donc, à ce titre-là, vous ne serez plus covered expatrié puisque vous redeviendrez dans le système américain et redevable de l'impôt sur les revenus mondiaux à ce moment-là. Donc, il n'y aura pas de problématique. On peut en prendre encore deux questions, Christophe, peut-être, deux dernières questions. Comme ça, après, ça sera 1h10 et je conclurai sur cette partie-là s'il y a encore deux questions, qui se posent. Et puis après, n'hésitez pas, encore une fois, désolé si je ne peux pas tout répondre, n'hésitez pas à répondre à nous envoyer des emails, à nous contacter. Pour les gens vous êtes au Texas, je vous remets rapidement avant que, si Christophe, tu as encore des questions, sinon je clôturerai, mais n'hésitez pas à venir à nos conférences. Je vais remettre à l'écran pour la semaine prochaine en présentiel. Je serai en duo avec Alexandre Quentin et justement, on abordera aussi les problématiques d'assurance vie et autres, et retraite, dans le cas également des successions et donations de ce côté-là. Et vous pourrez trouver les liens si vous allez sur le site de la Chambre de commerce ou de Houston Accueil, vous trouverez les liens pour vous inscrire à ces trois conférences. Donc, comment devons déclarer nos revenus en France? Alors là, c'est peut-être on sort de les successions et donations. En France, là, c'est l'impôt sur le revenu, on ne parle plus de succession et donation. Lorsque l'on est non résident fiscal français, les seuls cas d'imposition en France, c'est si vous avez des biens immobiliers situés sur le territoire français, revenus locatifs. Donc là, vous faites une déclaration de non-résident. Donc, on fait faire ce qu'on appelle le formulaire 2042 que l'on envoie au centre des non-résidents. Donc, vous serez taxable sur vos revenus fonciers. Ou alors, c'est si vous avez des retraites. Quand on touche des retraites françaises, en tant que non-résident, on reste redevable de payer un impôt en France sur ces retraites. Grâce à la convention fiscale franco-américaine, on ne sera pas doublement imposé, mais ça, c'est un autre cas de figure où, en tant que non-résident, on reste redevable de ces impôts en France. Si vous êtes résident fiscal français, là, vous êtes imposé sur les revenus mondiaux en France de ce côté-là. Et dernière question, ma banque en France m'a dit que je n'avais pas le droit de souscrire une assurance vie étant résident des foyers fiscaux américains, alors je paye mes impôts en France. Alors ça, vous avez, alors pas le droit, c'est les banques qui ne veulent pas. Pour répondre à votre question, c'est souvent la grande chose, c'est quand la tendance de la banque, c'est de vous dire, vous n'avez pas le droit de le faire, c'est juste qu'en termes de compliance, ils ne veulent pas le faire, parce que c'est trop compliqué pour eux. Et aussi, il y a certains produits de placement
qu'on peut vous proposer un cas d'assurance vie où ils ne veulent pas de résidents fiscaux. Ce n'est pas que c'est une interdiction, hein, c'est juste qu'ils ne veulent pas pour diverses raisons, parce que les produits financiers en eux-mêmes n'acceptent pas des résidents s'ils ne veulent pas. Mais ne croyez pas que vous ne pouvez pas. Hein. De la même façon, on dit souvent compte en banque, je n'ai pas le droit d'avoir un compte en banque. Non, toute personne n'a le droit d'avoir un compte en banque en tant que non-résident en France. D'ailleurs, si tout le monde vous refuse, la Banque de France ne peut pas vous refuser l'ouverture d'un compte en banque, hein, en cas extrême. Mais ce n'est pas une interdiction. Alors, pour répondre à votre question, c'est si vous avez déjà une assurance vie en France aujourd'hui, on ne peut pas vous la clôturer. Hein, c'est la première chose. Donc, même si vous êtes aux États-Unis. Si en revanche, vous essayez d'en ouvrir une, ce sera très compliqué de trouver une banque qui accepte de vous l'ouvrir parce que c'est trop compliqué pour eux en termes de compliance et il y a beaucoup de produits de placement qui refusent d'avoir des résidents. Mais ce n'est pas une interdiction. Sinon, ce serait de la discrimination. C'est juste qu'il y a des gens qui ne veulent pas accepter des Américains. Malheureusement, c'est le cas. Vous savez, c'est dans le cas de la FATCA, parce que dans le cas de la FATCA, les institutions financières ont beaucoup de contraintes et du coup, beaucoup ne veulent plus de résidents fiscaux américains. Voilà, un grand merci à vous. Hein. Désolé si c'était parfois un petit peu lourd. J'espère qu'il y a d'autres messages qui auront été bien reçus. N'hésitez pas à nous contacter encore une fois ou pour certains d'entre vous, si vous êtes au Texas, à venir nous voir la semaine prochaine. Mais n'hésitez pas sinon à contacter sur nos emails. Vous avez sinon sur notre site internet les interlocuteurs que vous pourrez avoir. Désolé si je n'ai pas pu répondre à toutes vos questions. On essaiera d'y répondre dans le futur. Mais pensez bien à ce sujet-là. Je sais que c'est très important. On pense souvent que c'est compliqué, mais ne pensez pas que c'est si compliqué que ça. Ça peut pas avoir l'être, mais pensez bien à ce que j'ai dit tout à l'heure, où j'habite, où est-ce que j'ai des choses, des actifs, et ce sera très important de ce côté-là. Un grand merci encore une fois à l'UFE. Merci à Marc et ses équipes. Merci à Christophe pour la préparation du webinaire et merci à vous tous pour votre participation. Vous étiez nombreux, donc merci, un grand merci à vous et n'hésitez pas à nous contacter pour la moindre question et bon courage à tout le monde et bon match de foot dans le futur si pour certains d'entre vous aimez regarder le foot, espérant que la France gagnera.